on y va. Bon, mais là, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu me parles un petit peu des artistes qui t'ont fait bouger. Alors, les artistes qui m'ont fait bouger, ils sont nombreux, sinon innombrables. Le premier qui m'est véritablement marqué, c'est Modigliani. Je devais avoir 13 ou 14 ans et j'étais très très influencé par les formes, les figures. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais pour parler des influences, c'est véritablement celle-ci qui m'a beaucoup intéressé. Plus tard, évidemment, j'ai rencontré nombre de peintres, d'illustrateurs, évidemment, Picasso dans toutes ses variations, ses influences, ses périodes aussi. Mais ça, évidemment, je prenais de l'âge. Ensuite, je suis allé à l'école. J'ai découvert aussi tous les dessinateurs de la Renaissance, dont je ne me souviens pas beaucoup des noms, mais qui m'ont beaucoup influencé. Toutes les sanguines, les dessins m'ont beaucoup plu parce que c'est des dessins déjà très, très académiques. Il y avait des drapés, il y avait des formes, etc. Enfin, tout ça m'a plu. Et puis, bien sûr, plus tard, ça a été Matisse, qui a été le grand révélateur pour moi, des formes libres, des formes amples, libres. Et puis, tant d'autres, évidemment, Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec qui dessinait des choses merveilleuses et au pastel et tout ça. Enfin, j'ai découvert tout ça. Donc c'était la forme, avec une évolution dans la façon de se libérer des contraintes de l'exactitude et de la reproduction. Oui. Et le mouvement aussi. Le mouvement, oui. Ce qui a été très important pour moi, au-delà de ce que je faisais à l'école des arts appliqués, c'était d'aller prendre des cours à la Grande Chaumière. Et où j'ai découvert le dessin académique, le dessin de nu. Qui a été une grande école. Dessiner le corps, c'est extraordinaire. Et donc je rejoignais en ça tous les dessinateurs de la Renaissance qui faisaient beaucoup de corps. Et ça a été une grande... Et c'est là que j'ai commencé à déformer un petit peu les formes que je voyais. J'ai dessiné évidemment d'une façon très académique. Et puis j'ai découvert là la possibilité de changer, de déformer. Je me suis pris la liberté de cela. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à faire bouger la forme ? Peut-être ma sensibilité qui me poussait à changer, à exaspérer une épaule déjà. Exaspérer une épaule, des hanches, une longueur, hein, une massivité. Parce que c'est vrai que les modèles qui posaient n'étaient pas toujours des canons de beauté. Mais s'il fallait les reproduire tels qu'ils étaient, il y en a qui avaient des boursouflures, des hanches très larges. C'était souvent des dessins de modèles féminins à la Grande Chaumière. J'ai rarement fait des modèles masculins. J'en ai fait, mais peu. J'aimais beaucoup les formes féminines, quelles qu'elles soient. Voilà. Donc c'est une impression attirée, enfin c'est la rencontre entre la technique pour rendre compte de l'image vue et d'un sentiment qu'elle peut procurer pour faire évoluer cette exactitude photographique vers quelque chose qui va suggérer, qui va pousser à un sentiment particulier. Oui, c'est-à-dire que la reproduction photographique, si je puis dire, existait la photo pour ça. Moi, je n'avais pas envie du tout de reprendre des dessins très naturalistes, comme beaucoup le faisaient d'ailleurs. Beaucoup, dans les cours de nu, dessins académiques, faisaient des dessins ou au fusain ou au pastel, qui étaient des dessins très léchés, si je puis dire. Avec des modelés. Avec des modelés très particuliers, des courbes là où il fallait, comme il fallait, etc. Moi, non, j'ai décidé
de me lancer dans quelque chose d'autre. Alors ça a donné des choses dont je pense que quelque part dans ma cave, j'ai encore gardé de ces dessins qui étaient très audacieux. Par exemple, je prenais aussi une craie que je cassais et je dessinais le corps uniquement avec dans le morceau de craie que j'avais, je le passais sur le papier qui dessinait finalement la forme. Et où je rajoutais un trait par ailleurs. J'ai gardé d'ailleurs ici ou là cette technique. Je l'ai poussée encore, oui. Ça, c'était très jouissif de faire ça. Parce que moi, je suis devenu tout de suite amoureux du dessin. Mais du dessin, le dessin forcené, quoi. J'étais le dessin. Le dessin m'intéressait plus que la peinture elle-même. Ce que tu me décris, là, moi, ce que ça me suggère, c'est une espèce de dialogue entre la technique, les éléments techniques, la craie cassée, et puis toutes les règles qu'il faut appliquer justement pour être photographique, et puis une sorte de monde à construire, à créer, qui n'est pas celui que tu vois, mais qui est beaucoup plus quelque chose d'intérieur, et c'est une sorte de dialogue entre les deux. Tu essayes de partir d'une technique, de la tordre un petit peu pour voir ce que ça donne et en quoi est-ce que ça résonne avec des choses que tu peux avoir en tête pour pouvoir avancer et finalement créer quelque chose. C'est ça le mouvement? Oui, mais si l'on regarde par exemple la liberté de créer de Picasso, je vais prendre cet exemple très connu, et pourtant je pense qu'au-delà de préparer ou d'imaginer ce que ça pourrait être, les choses naissent dans l'instant. Les choses naissent dans l'instant, la forme se déforme, et l'on déforme les formes pour construire un autre monde, un monde imaginaire, qui d'un seul coup prend naissance et prend forme sous tes propres yeux, sous ta propre main. Et les choses sont, à ce moment-là, sont enthousiasmantes. Bien sûr, il y a toute la recherche, et avec des ratés, ce qu'on considère des ratés. Moi, j'ai toujours dit même à mes élèves qu'il était toujours très intéressant d'avoir des ratés, parce que, et qu'on s'en rende compte, de façon à progresser et se dire, c'est pas ça que je vais faire la prochaine fois, je vais aller un peu autrement. Et ça, tout ça, j'ai gardé, c'est pour ça que je garde beaucoup, beaucoup de dessins, parce qu'il y en a qui ont en eux quelque chose de très fort. Dans la liberté, à ce moment-là, que nous avons de trouver des nouvelles formes, de trouver un autre monde, qui va devenir le mien d'ailleurs, où je retrouve, bien avant de ce que me disait, de ce qu'écrivait François Cheng, qui théorisait un petit peu la peinture chinoise par le vide et le plein, déjà moi je jouais avec ça. Pour moi, c'était très important, le vide du papier. Je trouvais d'ailleurs, et je l'ai déjà dit, je crois, dans une précédente interview, que ce que l'on dit souvent, c'est l'angoisse de la feuille blanche pour les écrivains. Moi, je trouve que pour un dessinateur, il n'y a pas d'angoisse de la feuille blanche. Chaque feuille blanche est une promesse. C'est une promesse pour se lancer dessus et pour y mettre je ne sais combien de fantaisie, quoi. Et la fantaisie, c'est la vie. Il ne s'agit pas à ce moment-là non plus refuser l'esthétisme. Refuser l'esthétisme pour qui d'ailleurs déconcerte beaucoup de gens. Quand on continue dans cette voie-là. L'esthétisme est quelque chose qui est, somme toute, assez décevant. C'est pas créateur, c'est pas novateur. C'est pas créateur, c'est une chose, on dit en italien perbenismo, c'est-à-dire que ça fait plaisir, ça ne choque personne, l'esthétisme. Mais oser bousculer les choses, c'est ça qui est intéressant. Parce que on y met de soi d'une autre façon, quoi. C'est-à-dire avancer en voyant l'inattendu dans ce que tu as commencé à faire, qui te suggère autre chose, qui t'envoie éventuellement dans une autre direction et qui te donne envie de créer encore un autre niveau d'inattendu. Oui. Et chaque dessin qui est fait est une sorte de point d'appui pour aller sur l'autre. Et encore, et encore. Et donc ça, c'est des choses que tu as trouvées dans Picasso,
par exemple. Oui. Dans Matisse aussi. Ah, Matisse, c'est la conquête des formes. C'est extraordinaire. C'est moins heurté, évidemment, que Picasso, mais les formes étaient déjà plus rondes. Il n'y a que se rappeler... même ces tableaux ont un incroyable dessin, parce que les formes sont des formes très... J'aime par exemple la danse, la ronde, où l'on voit des corps qui sont merveilleusement courbés, avec des courbes magnifiques, et cette danse, elle est entraînante, quoi. Tout cela est très entraînant. Et dans les dessins qu'il a fait, d'ailleurs, Aragon avait écrit un très beau livre sur Matisse, et je l'avais trouvé en Italie, ce livre, et j'en étais absolument conquis. Et ensuite, je l'ai acheté en France dans 2 volumes où il y a d'innombrables dessins qui sont publiés. Et là, Matisse il avait une technique extraordinaire, parce que quand il faisait des portraits, qu'il les faisait au fusain, il traçait le dessin au fusain. S'il n'était pas content, il l'effaçait. Mais bien au contraire de d'autres dessinateurs, plutôt que de gommer toutes les traces grises ou noires qu'il y avait, parce que le fusain laissait, il les laissait au contraire au chiffon, ce qui faisait une espèce de fond, de fond très matissien. On retrouve ça seulement pratiquement que chez Matisse. Une sorte d'histoire fondue. Oui, c'est extraordinaire, parce que il y a des traits, certains traits qui n'ont pas été complètement, parce qu'ils étaient peut-être tracés beaucoup plus fermement, laissaient leurs traces. Or, en laissant leurs traces avec le gris qui s'est étalé avec le chiffon, ça donnait une profondeur, une matière. Une profondeur, oui, mais un style qui n'appartient qu'à lui. Quant aux traits, il avait des traits qui étaient d'une grande souplesse. Et les formes devenaient très très simples, magnifiquement déformées aussi parfois. Et ça, c'était enthousiasmant pour moi. Enthousiasmant. Et puis, plus tard, évidemment, trouver les estampes japonaises avec des dessins incroyables, des formes... mais c'était déjà des choses beaucoup plus maîtrisées. Et il faut aller dans les carnets de croquis, par exemple d'Okuzai, pour trouver des dessins qui sont moins ciselés que ne l'est une estampe, parce que l'estampe, elle est gravée, elle est faite sur du bois, elle n'a qu'une ligne extérieure, tandis que dans les dessins, il y a aussi des traits d'esquisse, quoi. Et là, est-ce que c'est pas un monde plus codifié, où finalement ces déformations sont pas totalement spontanées, mais en référence à un certain code culturel? Écoute, les dessins étaient toujours considérés comme des choses préparatoires. Il y avait des dessins qui ont été considérés une œuvre entière, telle qu'elle, mais la plupart des dessins étaient des études préparatoires pour des tableaux, des corps où l'on faisait peser certains modèles, et où ensuite on les reportait sur un tableau pour tel personnage avait un bras en l'air, l'autre était par terre, etc. Donc les choses... les codes, tu me parlais de codes tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire, si tu veux, c'est cette altération par rapport à l'exactitude photographique, qui n'est pas simplement, peut-être pas simplement la liberté et la création de l'artiste, mais la référence à un code, à ce qui se fait, à un sens de l'altération qui est culturel, qui est historique. Oui. Disons que je ne sais... Je pense que lorsque je commence un dessin, je suis porteur de tas de choses, d'un tas d'influences qui vont me pousser comme ceci ou comme cela. Je crois que je réponds à des codes, à une tradition, disons, qui est celle de l'expression du matériau que tu utilises, quel qu'il soit, crayon, fusain, pastel, craie,
carbone, enfin, quelles que soient les mines, quelles qu'elles soient, je pense que je réponds là à des, oui, à des codes qui sont ceux du... je ne sais que dire là-dessus exactement. C'est une question que tu t'es pas posée, qui te conduit pas dans ton trait. Qui ne te conduit pas dans ton trait, c'est-à-dire tu n'as pas une démarche pour répondre à des codes, soit de façon délibérée, soit même de façon automatique, ou alors ces codes-là, tu les crées. Oui, je ne sais pas ce que l'on appelle code dans ce domaine, parce que qu'est-ce que l'on appelle code ? Ce que j'entends par là, si tu veux, c'est par rapport à une inflexion, par rapport à une altération, la référence à quelque chose qui se fait et qui a un sens. Parce que d'autres l'ont fait avant, parce qu'on va infléchir quelque chose dans ce sens-là pour essayer de témoigner de tels sentiments ou d'autres choses. Oui. Je pense que il y a là, si l'on parle de code particulièrement, je pense que dans l'artiste, il y a une part inconsciente de ce qu'il a vu, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a fait, c'est-à-dire de ce qu'il a fait tel qu'il est aujourd'hui. Tel qu'il a, il a un énorme passé artistique en lui qu'il traduit comme il peut. Alors certains vont continuer une certaine tradition de dessin, rester dans la tradition d'un dessin de marine ou de corps, etc. Ingres, bien sûr, j'ai oublié Ingres tout à l'heure, le grand Ingres. Qui était un grand dessinateur, et qui même arrivait à déformer des corps. Il allongeait un dos, comme la fameuse femme allongée, il met des vertèbres en plus, enfin bon, c'est très beau comme on le voit comme ça, mais si on analyse véritablement le corps, il est déformé. Bon. Moi, dans mes déformations, je les assume telles quelles, et je ne sais pas si moi-même je ne crée pas de nouveaux codes. Parce que choisir d'amplifier ceci, de m'abstraire de cela. Bacon, un grand dessinateur aussi, Freund aussi, qui est de grands dessinateurs, et de grands peintres aussi, mais il y avait des formes chez eux, des formes qui étaient dessinées avant d'être tracées et d'être peintes. Donc, chacun se crée son propre code. Chacun se crée son propre code. Et je ne pense pas... chacun a ou de l'adresse ou de la maladresse. Je pense que certains, de par leur maladresse, arrivent à donner quelque chose de très fort. Il n'y a qu'à retrouver Dubuffet qui exaltait l'art brut, et où des gens comme Chessac ou d'autres avaient une certaine maladresse à travailler, à peindre, à faire des formes. Et pourtant, le génie est là. Le génie est là dans ce qu'il nous donne à voir. Parce que un dessinateur ou un peintre, il donne à voir. Et ce qu'il transmet à ce moment-là, c'est sa force personnelle, sa personnalité, son histoire. Parce que il y a des peintres qui sont ennuyeux à voir. C'est ennuyeux, tous les pompiers sont ennuyeux à voir. Les uns faisaient ce que faisaient les autres. C'est ennuyeux. Il y a quelqu'un qui doit casser les us et les coutumes pour apporter sa pierre à l'édifice de la construction de l'art. Et faire sortir ce qu'il habite. Faire sortir ce qu'il habite, et puis surtout donner à voir un monde qu'il surprend lui-même. Il doit d'abord se surprendre lui, plutôt que de chercher, il ne cherche pas d'ailleurs à surprendre les autres. Il veut d'abord, il est dans son œuvre. Et se surprendre soi-même, c'est déjà la première étape, quoi. Est-ce qu'il ne s'agit pas finalement de créer un autre monde pour supporter celui dans lequel on vit ?
Peut-être, oui, je pense que l'artiste est là pour sublimer quand même. Il y a des... J'avais parlé de ça aussi précédemment dans une autre interview, c'est-à-dire que il y a des peintres ou des artistes plutôt qui vont travailler comme reflet de leur époque. Alors il y a les guerres, il y a les blessures, les drames, la tristesse, la joie, et ils vont peindre ça. Moi, je n'ai jamais réussi à faire ça. Jamais réussi. Mes dessins sont toujours des rondeurs. Me suis toujours refusé à faire des choses graves. J'ai toujours fait des choses légères. Peut-être suis-je superficiel, je ne sais pas. J'en doute. Peut-être, peut-être, mais lorsque je fais un personnage, j'y crois. Et je crois que j'ai oublié un peu la question. Mais on n'est plus vraiment dans la question, mais on est effectivement dans cette idée de développer un monde. Oui. C'est-à-dire de créer ce qui n'existe pas, de faire exister quelque chose de plus, de différent, dans lequel on se sent bien ou qu'on a envie d'être, en face de quoi on a envie d'être, et pas simplement le monde tel qu'on le perçoit. Qu'est-ce qu'il est ? Ce que tu disais d'un peintre, d'un artiste qui va témoigner finalement d'un monde, qui va témoigner de sa réaction au monde. Tu parlais de la guerre, quand on voit des choses de Grotz ou d'autres, c'est pas simplement la photographie du réel, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Mais c'est témoigner de choses vues, ressenties. Alors que là, ce dont tu parles, enfin ce que j'entends, c'est faire autre chose. Ne pas se satisfaire de ce monde et de ce qu'il apporte, l'enrichir. Faire quelque chose, créer un personnage auquel tu crois. Parce que tu le fais naître. À force de voir des artistes offrir aux yeux au public, ou créer plutôt des mondes, leur monde, qui est un monde imaginaire et qui t'emmène plus loin que la réalité, la froide réalité, la réalité plate, disons. Donc, c'est très beau, toujours, oui, une tasse avec... ça peut être très bien dessiné, et puis ça peut être dans une interprétation excessive, qui est l'idée d'une tasse, l'idée d'une soucoupe. Donc, il y a un monde de rêve, là, un monde où on sollicite l'imagination, et où, quelquefois, lorsque l'on fait une chose, pour parler du public, il rencontre quelque chose qu'il n'avait pas l'idée de voir, et qui le bouscule un peu dans ses certitudes. Une tasse, tiens, c'est pas comme ça d'habitude une tasse, mais pourtant c'est pas mal, tiens. Il m'offre cette vision un petit peu changée, et moi je dois dire que toutes les rencontres que j'ai faites, artistiques dans les musées, ou même auprès d'artistes avec lesquels j'ai parlé, ou même, enfin, tout ce que j'ai découvert aux quatre coins du monde, dans les musées les plus divers, ce sont des œuvres qui, toutes m'ont apporté, se sont additionnées les unes les autres, et m'ont apporté quelque chose qui est comment dire, une nourriture. Et je ne fais pas la synthèse de tout ça, mais je recrée un monde qui est un monde qui m'est absolument personnel. D'ailleurs, je dois dire que, pour aller au plus près, je n'ai pas travaillé pendant quelques années. Je n'ai pas travaillé parce que je n'avais plus la niaque, comme on dit. Je n'avais plus l'envie, je n'avais plus de thème, je n'avais plus de désir. Le désir m'avait fui, le désir de créer, le désir de créer. Je pouvais faire des choses, j'ai fait des choses qui étaient des choses un peu esthétisantes, comme je disais tout à l'heure, et ça ne me plaisait pas. Je savais trop bien faire ça, n'est-ce pas? Et si je me réfère à j'y ai pensé hier, c'est tout récent, et j'étais en crise, véritablement, à cause de tout ça, parce que je n'avais pas de galerie, parce qu'on ne me demandait plus rien, que
il fallait faire du forcing pour placer mes travaux que j'avais fait déjà, et certains que je faisais, mais je les faisais à contre-cœur parce que j'ai fait quelque chose qui était des choses esthétisantes. Et en début de cet entretien, j'ai dit quel refus j'avais de l'esthétisme. Eh bien, je n'ai rien fait parce que je ne voulais pas faire de l'esthétisme. Et je me souviens de cette phrase d'un philosophe arabe que j'ai découvert un jour avec Hassan Masmoudi, qu'il avait marqué ça devant la planche, la table sur laquelle il était en train de faire des calligraphies. Moi, j'allais lui dire, je le regardais faire depuis quelque temps, je le voyais merveilleux, tracer des choses merveilleuses, avec un calame, il traçait des textes, et j'allais lui dire que j'aime bien ce que vous faites, c'est une chose absurde. Il lève les yeux, croise le mien, mais mon regard, avant de toucher le sien, croise un petit papier qu'il y avait appuyé là sur la table, sur une boîte d'allumettes, sur lequel était marqué « Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ». Je pense, et j'y ai pensé hier, que si je n'ai pas travaillé pendant toutes ces années, c'est parce que je n'avais rien à dire de plus beau que ça. Je ne voulais pas troubler le silence par des choses absurdes. Alors je me suis tu. Et j'ai recommencé à travailler il y a peu de temps, mais avec un enthousiasme débordant, fantastique, extraordinaire, une pulsion que je n'ai jamais eue avant. À l'âge que j'ai, je trouve que recommencer comme ça, c'est-à-dire poursuivre plutôt que recommencer, reprendre mes pinceaux, oui, travailler sur des masses de papier incroyables, me laisser aller au mouvement. Je trouve que là, je remercie tous les artistes qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Tout cet art que j'ai pu regarder, avaler, digérer, comprendre et interpréter à ma façon, réinterpréter les choses que je vois. Je suis dans un genre très particulier maintenant, mais si j'avais à faire des fleurs, je les ferais de la même façon. D'ailleurs, on vient de m'en demander et je vais les faire comme ça aussi. Mais j'attends qu'ils fassent un peu plus beau. C'est-à-dire que tu as retrouvé le chemin à travers tout ce dont tu t'es nourri pour créer une autre vision du monde, c'est-à-dire quelque chose de plus, un peu pompeux, une autre vision du monde créée, mais c'est un peu comme ça que je le ressens, c'est-à-dire, et pas seulement pour toi, mais de façon générale pour l'artiste, de proposer quelque chose qui est, à partir d'un existant, une façon qu'on n'a pas eu de le voir, et qui est nouvelle. Qu'on n'a pas eu de voir cette réalité, et qui est nouvelle. Oui. Et qui n'est pas simplement belle, qui n'est pas simplement esthétique, mais qui est différente, qui est quelque chose de plus, qui enrichit, qui élargit la vision de celui qui regarde l'œuvre ou qui l'aperçoit. Tout à fait. Excuse-moi, mais ce que je ressens de ce que tu dis, c'est que c'est quelque chose qui était en suspens pendant quelques années, et avec quoi tu as renoué. Tu me dis ça après avoir vu tout ce que tu as vu tout à l'heure. Oui. Je te comprends parce que j'ai eu plaisir à te cette nouvelle voie. Tu es le premier à voir dans une ampleur comme ça. J'ai travaillé tous ces temps-ci et je suis enthousiaste de ce que je fais. Parce que je suis en rupture aussi avec ce que je faisais avant et qui était justement ce qui m'emprisonnait dans la forme. Maintenant, je me libère des formes. Et je suis dans l'hommage que je dois faire à Christian d'Autremont, qui a été pour moi une révélation. J'en avais pas parlé tout à l'heure. C'est moins un dessinateur qu'un peintre. Pour moi, il peint les mots. J'ai trouvé cette formule de peindre les mots, mais c'est vrai aussi qu'un peintre chinois, un calligraphe chinois est aussi un peintre. Donc, peindre les mots, pour moi, a été en m'appuyant sur tout le japonisme que j'ai en moi, que je porte en moi, et cette influence de d'Autremont, ça m'a donné cette énergie nouvelle, cette fraîcheur, une fraîcheur que je n'avais pas avant.
je finissais par faire des choses qui étaient, je ne pourrais pas dire vieilles, mais entendues déjà. On a déjà vu ça. Le prolongement du déjà fait. C'était du déjà fait. Je ne voulais, quand je me suis arrêté quelques années, je ne voulais pas faire du déjà fait. C'est-à-dire un prolongement. Il y avait des choses très intéressantes, oui, mais manquant un tout petit peu d'intériorité. Manquant d'intériorité. Et là, je retrouve en cela, je retrouve ce que, aussi, je t'avais dit dans une autre interview, tout ce que m'a apporté le mime, le geste, et tout ce que le mime peut apporter par son intériorité, ce qu'il arrive à faire voir et qui n'est pas. Voilà, il fait voir ce qui n'est pas. Je peux t'inventer un verre, monter qu'il y a un liquide, je le déplace. Mais tout ça, je pense que, et dans, je dois dire aussi que, m'appuyant sur les textes extraordinaires qu'avait écrit François Tcheng, qui pour moi est une sorte de Bible, parlant de l'espace et du travail, du calligraphe, du pinceau, et faisant aussi référence aux peintres chinois, mais Matisse aussi, Matisse l'a dit, et les peintres chinois aussi. Les peintres chinois disaient que avant de peindre un bambou, il faut le sentir pousser en soi. Matisse disait, avant de peindre une branche d'olivier, il faut la sentir pousser en soi. Il n'a fait que paraphraser ce qui existait. Mais c'est vrai, il faut que ça sorte de l'intérieur. Alors, dans tes influences, là, on parle du Japon, de façon générale, le Japon, la Chine, l'Orient, quelles sont les racines que ça a fait pousser en toi? Oui. La révélation du japonisme a été dans mes 20 ans. On suivit dans le japonisme tout l'intérêt porté au cinéma, à la littérature, à l'art aussi. Mais en étant toujours à distance, parce que je ne suis jamais allé au Japon, c'est un monde de fantaisie et de rêve pour moi. Évidemment, j'en suis resté à un Japon qui est peut-être un Japon de conte, un Japon d'une époque révolue complètement, samouraï. Je suis resté dans une période un peu... je suis demeuré. On dit en italien è rimasto, il est resté. Je suis peut-être un peu resté derrière, mais bon. Tout ça est une influence. Et tout cela habite tout ce que je fais actuellement. Alors, oui, comme je te le disais tout à l'heure, il y a des tas de noms de peintres que j'ai vus, des œuvres des uns et des autres, mais ils sont innombrables. Innombrables, tous les peintres, dessinateurs qui m'ont influencé. Innombrables. Malheureusement pour l'interview, je n'arrive pas à retrouver des noms. J'ai une mémoire visuelle et pas une mémoire des noms. Oui, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, c'est que c'est quelque chose qui se fond, qui se nourrit. C'est pas la référence à un modèle unique. C'est une multitude. Oui. Mais c'est une multitude qui forme une espèce de faisceau à partir duquel tu réinventes quelque chose. Tu reproduis pas. Tu réinventes à travers tout ce que tu as absorbé. Ce que tu dis aussi, tu n'es pas le reporter du Japon contemporain. Non. Tu es quelqu'un qui va créer quelque chose à partir de tout ce que tu as ressenti, à quoi tu as été sensible dans l'art du Japon, de la Chine, la technique, et ce qu'il y a derrière, et ce que toi tu en as refait pour t'en nourrir et produire ce qui t'est propre. Et qu'il y a une partie de ces racines-là, comme il y a les racines chez Matisse, comme il y a les racines... On parlait des dessinateurs tout à l'heure, et des dessinateurs plus anciens. Du rapport entre la description et l'imagination, la création. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu as été très sensible? Je pense à des gens comme Dürer ou Léonard ou toute cette période, si tu veux, de gens qui avaient une technique extraordinaire pour rendre compte de l'existant de façon photographique, puisqu'il n'y avait pas la photographie comme concurrence à l'époque, et qui en même temps décalaient les choses pour créer un monde qui n'était pas simplement la photographie du réel.
Dürer, tu parles de Dürer, Holbein, tous ces peintres de la Renaissance. Les dessins de Giordano. Nous sortions du Moyen-Âge, oui. Où les formes étaient abstraites un peu, les personnages tout grands avec des... Tout était déformé, et puis voilà qu'on tombe dans une période où tout se transforme. C'est dément, cet art de l'époque, comment on est sorti de ça. Évidemment, tout cela m'a aussi beaucoup influencé, beaucoup. Comment dire? Tu as dit une chose très juste, tu dis que tout cela se réunit en faisceau pour donner quelque chose d'autre. Oui, mais c'est tout à fait inconscient. On n'est plus conscient de cela. On porte ça en soi. Oui, c'est pas... tellement d'influence des uns et des autres. Le tout, c'est de ne pas faire ce que l'autre font, quoi. C'est de ne pas tomber dans une chose à côté. Est-ce que finalement, ce qu'on cherche dans, non pas des modèles, mais des gens qui nous influencent comme ça, c'est pas leur façon d'aller au-delà de la réalité, c'est-à-dire de proposer quelque chose qui est plus que la réalité, à travers une technique qui s'appuie sur la réalité, mais qui va créer une image, une œuvre, une perception qui élargit le monde, c'est pas seulement que ça l'élargit, mais qui crée un autre monde dont on a besoin, parce que la plate réalité ne nous suffit pas. Bon, grand dessinateur, Giacometti. Ses portraits sont exceptionnels, sont extraordinaires. On rentre dans les visages. Une fois, j'ai vu à la télévision la caméra qui s'approchait du dessin et qui rentrait à l'intérieur, pratiquement de tous ces traits qu'il y avait. C'est magnifique. Il faudrait du temps pour me remémorer toutes les influences que j'ai. Mais elles sont en paquet en moi. Nous sommes dépositaires de tant de choses. Moi, j'ai vu très peu de dessins de Morandi, par exemple. Morandi fait des natures mortes, je déteste ce mot-là, still life, on dit en anglais, d'objets qu'il y avait dans son atelier. Tout cela est très vivant, parce que la lumière qui change toujours, il faisait toujours les mêmes. Il en déplaçait un, il mettait à gauche, l'autre il le mettait là, un pot à tabac, un pot à café, il le déplaçait. Il y avait une sorte de silence là, silence qui était là. Dans la lumière changeait, ces objets étaient inanimés, mais à la fois, je vais utiliser un mot absurde, humains. On pouvait presque, non pas les toucher par leur réalité, mais dans leur... on pourrait dire qu'à ce moment-là, les objets étaient bons, ils étaient beaux. On avait vraiment... Ils étaient nos amis à ce moment-là, et ce tableau faisait du bien. Ils ne sont pas grands, les tableaux mais c'était une autre façon d'être aussi. Tout cela me nourrit. C'est pas du dessin, et à la fois, c'est quelque chose qui est un monde qui me mène beaucoup de... Je ne suis pas comment dire, bloqué par uniquement le dessin. Tout. Il y a une phrase italienne qui dit tutto fa brodo. Avec tout, on peut faire de la soupe. Et c'est vrai. Beaucoup de choses sont là et nous permettent de faire d'autres choses que ce qu'on a vu là. Elles nous nourrissent. Une phrase, un mot, peut nous amener sur la piste de quelque chose. C'est ça, être sur la piste. Je suis sur une nouvelle piste. Et comme le disait aussi Lao Tzu, même le plus long chemin commence par un premier pas, je viens d'en refaire un là. Et je suis la route, je suis en route. Cette idée de partir d'une réalité et de partir d'une réalité plate, hein, c'est les bouteilles et les pots de Morandi, et de créer quelque chose d'autre avec, c'est-à-dire une vie, un monde, quelque chose. Alors on va retomber sur une expression bien sentie du poète, étrange et familière, c'est-à-dire suffisamment familière pour que ça devienne évident, on le voit,
ça existe. Et étrange parce que ça n'est pas la réalité habituelle. Et il y a ce lien entre les deux qui fait que voilà quelque chose, comme une porte ouverte, une fenêtre, où on voit enfin un paysage auquel on n'a jamais eu accès, à travers quelque chose d'une banalité objective, qui sert de base à autre chose, tout ce dont tu disais que tu t'es nourri au cours de ta vie, d'influences qui sont extrêmement diverses, et qui, à travers ce que tu vis, toi, ce que tu ressens, permet d'habiller la réalité avec un autre monde, avec quelque chose de plus, auquel tu introduis celui qui regarde, où tu donnes à voir. Et ce qui me frappe dans ce que tu as souvent fait, c'est encore plus net pour ce que tu es en train de faire à l'heure actuelle, c'est la simplicité, c'est le dépouillement, c'est-à-dire l'essentiel. Comment, à partir d'une réalité extrêmement dépouillée, faire naître l'essentiel de quelque chose qu'on a à transmettre. Faut-il avoir quelque chose à dire ? Mais de façon, j'ai du mal à trouver les mots, simple, pure, immédiate, où il n'y a rien de superflu. Non, il n'y a rien de superflu. Quand il y a quelque chose de superflu, je l'écarte, car je sens qu'il est superflu. Un trait ajouté, une forme qui ne va pas. Mais dans plus de la moitié, les 3/4 des choses, des 2/3, disons, des choses que je t'ai montrées tout à l'heure, j'ai un plaisir immense parce que je reviens à François Tchang, du vide et du plein, il disait à un moment, il y a un trait, et là où il s'arrête, on a l'impression qu'il continue. On a l'impression qu'il continue. Eh bien, les formes, dans l'espace que j'ai, sur lequel je lance mes pinceaux, mes brosses et mes encres, j'ai là, je peux dire que c'est véritablement magique. Actuellement, ce sur quoi je suis en train de travailler m'enthousiasme tant que je descends la nuit pour voir ce que j'ai fait dans la journée. Je suis tellement porté par cela, parce que je sais que je suis, et je n'ai qu'une hâte, j'ai du mal à travailler à la lumière électrique, mais là je le fais quand même. Mais je ne peux pas travailler de nuit, il me faut dormir quand même, mais sinon je le ferai. Je pense que je finirai aussi par travailler en continu, parce que les choses me portent. Il n'y a pas des horaires pour travailler, mais ce que je vois là et que j'ai imaginé, c'est véritablement, il n'y a rien de trop, et il n'y a pas de pas assez. Quand je m'arrête, c'est bon, c'est juste. C'est là, il ne faut pas un trait de plus, rien. C'est-à-dire donner l'esquisse minimale qui te montre le tout. Voilà. Ce que j'espère et ce que, peut-être, pour l'instant cela me plaît. Que cela plaise au public, c'est une autre affaire. Je ne fais pas des choses pour le public, je fais des choses pour moi, je suis dans un cadre donné qui est le format du papier. Je dois aller sur plus grand encore parce que j'ai envie de m'exprimer plus grand encore, comme le dessin qui est là derrière. J'ai envie véritablement d'être physique. C'est physique ça. Quand je le fais, ma main bouge, mais moi, il faut que je respire, il faut que je sois dans un état... Le dessin m'a donné cette possibilité-là. Je pense que pour les peintres aussi, il doit y avoir une jouissance à appliquer la couleur, à distribuer ces couleurs d'une certaine façon dans le tableau. Moi, c'est à distribuer mes traits dans un tableau. Parce que le fond est... Je fais une improvisation comme un acteur sur une scène vide. Mais ça, j'en reviens à ce que faisait Marceau et le mime. Je suis allé dans le mime pour essayer de comprendre le geste, la respiration, l'expression abstraite d'une chose, d'une scène, d'un moment qu'il y avait recréé. Et j'y suis toujours. L'amour que j'ai pour le mime et pour tous les spectacles silencieux.
et où le corps s'exprime, où la forme, la danse aussi. J'aime le buto aussi. J'aime j'aime qu'une part soit laissée à l'imagination. Ce qu'on me montre est forcément abstrait. Un danseur, c'est abstrait ce qu'il fait. Sauf s'il a une feuille et qu'il... Bon. Mais s'il n'en a pas, il faut bien qu'il invente quelque chose. Donc ces formes, les figures qu'il fait sont expressives. Donc là aussi, moi, dans les textes que je prends actuellement chez Fernando Pessoa, du livre de la tranquillité, ou bien chez Tanizaki, ou bien chez François Cheng, ou bien même chez chez Aragon aussi, je prends des textes, des poèmes, je ne suis pas écrivain, je peux inventer des mots, mais j'aime m'appuyer aussi sur certains mots pour créer. Et à ce moment-là, je triture l'écriture sans l'avoir préconçu, préétabli, comment je vais le faire. Mon pinceau, qui est un pinceau diabolique, un pinceau japonais que j'ai acheté récemment, et qui m'étonne, où la main va, je m'étonne même qu'elle puisse s'en aller comme ça, déformer une lettre plutôt qu'une autre. C'est extraordinaire. Donc comme la danse, c'est introduire celui qui regarde à un espace, à ses mouvements, à ses formes, à travers juste ce qui est nécessaire pour qu'il puisse aller jusqu'au bout sans que tu lui racontes tout. Oui, mais le danseur est tenu aussi par la pesanteur. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas s'envoler. Bon, il y a des machineries qui le permettent. Mais un peintre ou un dessinateur aussi, s'il a une feuille, une certaine feuille, c'est là-dessus qu'il doit s'exprimer. Tu es tenu par la matérialité du support. C'est la matérialité, c'est le support, c'est l'instant aussi. C'est qu'est-ce que je vais faire dans cet espace-là. C'est comment donner l'impression de s'affranchir de ces contraintes-là. Pardon, mais c'est comment donner l'impression de s'affranchir de ces contraintes, même si tu ne peux pas t'en affranchir. J'ai pas envie de m'en affranchir. Je suis dans un genre qui m'oblige. Oui. Je ne peux pas faire autrement. Le danseur ou le mime peut parfaitement suggérer le vol. Oui, bien sûr qu'il s'envolera pas. Mais il reste attaché au sol. Toi, tu peux donner l'impression, et moi c'est une chose que je ressens dans ce que je vois de ce que tu fais là, oui. D'une troisième dimension, alors que la feuille elle n'en a que deux. Peut-être. Tu le traduis comme ça. Tu vois, c'est... J'en suis pas conscient de ce que je le fais. Mais c'est vu de l'extérieur, c'est ma réaction de ça, mais par rapport à ce que tu dis, si tu veux, c'est comment, et là c'est tout l'aboutissement de la technique, toute la digestion de la technique, comment, à travers les contraintes matérielles, comment, à travers la technique pour gérer ces contraintes, tu vas donner à celui qui regarde accès à autre chose, accès à un monde qui peut être abstrait d'ailleurs, mais qui est quelque chose qui existe en plus de la simple réalité. Et bon, c'est ce que je ressens dans ce que tu fais et dans tout ce qui me touche sur le plan artistique, si tu veux. C'est... Tu rentres dans un monde où tu te sens bien et que tu ne connaissais pas. Et qui, quelquefois, te paraît évident, tu as l'impression de l'avoir toujours connu, alors que tu n'y as jamais eu accès. C'est vrai, oui. Et ça, c'est quelque chose de fort, c'est pas donné, on ne peut pas le réussir à chaque fois. Non. Mais il y a des moments où ce qui sort, quelle que soit la forme d'art, s'impose par rapport à ça. C'est-à-dire que le spectateur, celui qui voit, qui regarde, qui entend, se trouve de plein pied dans quelque chose qui lui parle et qui lui apporte plus que ce qu'il perçoit habituellement. Et qui lui fait du bien, ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Moi, je dois dire que l'état dans lequel je suis lorsque je vais me mettre devant ma table de travail, c'est que j'ai envie de faire quelque chose, je ne sais pas exactement quoi,
je sais que je vais travailler avec telle et telle brosse, tel et tel pinceau, et que je vais me lancer sur cette scène qui m'est offerte là. Et je dois être surpris. Lorsque je parlais de la période, l'autre période, pendant laquelle je faisais des choses esthétisantes, on s'attend presque à ce on sait ce qu'on va faire, presque. Et c'est ça qui est décevant. Parce que ça ne m'amène rien de plus que ce que je sais déjà. Or, moi, j'ai envie de bousculer ce que je sais déjà. J'ai envie de m'étonner jusqu'au bout. C'est le mot. S'étonner. Voilà. S'étonner soi-même. Mais oui. Et c'est pour cela que je me suis tue pendant des années. Je ne savais plus quoi faire, et je ne pouvais faire que des choses que je connaissais. Donc, est-ce que c'était utile? Non. Je sais, des gens me disaient, mais tu devrais faire, tu devrais travailler, tu devrais vendre. Et oui, c'est vrai, je vis de ça. Mais je ne peux pas faire n'importe quoi, ni tromper les gens sur la qualité, pas la qualité, mais l'authenticité, disons, d'une création. Et puis, c'est pas que j'en fasse mon métier, c'est comme ça, j'ai choisi de faire ça. C'est ce que j'ai voulu faire depuis toujours. Entre-temps, j'ai polissé mon talent en étant maquettiste, directeur artistique, directeur de création, illustrateur, et maintenant je suis dans la liberté la plus totale. Illustrateur, je dois répondre à des contraintes qui sont des contraintes, l'illustrateur publicitaire a des contraintes commerciales. Donc je dois faire des choses qui doivent mettre en avant un produit, une situation, quelque chose. Mais là, je suis dans une liberté absolue, et il fallait que je la retrouve. Ça prend du temps. J'ai eu de la chance de vivre jusqu'à aujourd'hui tel que je suis, parce que j'ai bien des amis qui sont partis avant moi. Mais maintenant, je vais te faire une confidence, je ne veux pas partir. Je suis là. Tu as trop à faire. Hein? Tu as trop à faire. J'ai trop à faire, et puis, comme disait Madame Delcusy, j'ai pas le temps. Enfin, pour l'instant, elle m'a dit, vous avez vu, autour de moi, tout le monde meurt. Je dis oui. Oh, ça m'arrivera bien un jour. Enfin, pour l'instant, j'ai pas le temps. Mais j'ai pas le temps. Et je veux continuer comme ça. Vraiment. Vraiment. Je ne vois pas d'autre issue maintenant. Avec toutes les difficultés, j'en ai parallèlement à cela, qui sont paralysantes et sur lesquelles je passerai, mais ma plus grande joie, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Des années d'analyse aussi, pour essayer de trouver la clé qui va ouvrir les portes. La porte, plus une autre, qui va me faire passer de l'autre côté. Des années à travailler cela. J'ai ouvert la porte. Et ça, fortuitement, parce que il y a récemment un ami comédien qui m'a demandé de peindre son plafond. Pas peindre avec un rouleau, mais il avait peint son plafond en bleu, et il me demandait, puisqu'il aimait bien ce que je faisais, si je pouvais lui faire quelque chose qui lui plaise. Alors, j'ai fait quelques brossages comme ça, d'encre différentes, enfin de couleurs différentes, pour aller sur son maudit bleu, là, qui était vraiment un bleu pas possible. Et tout ce que je présentais n'est pas bien, et d'un seul coup, j'ai pensé aux glycines de Monet, qui étaient faites sur fond bleu. Je dis, je vais te peindre un peu à la façon des impressionnistes, j'ai des couleurs là. Moi qui ne fais pas de peinture, j'ai rempli mon sac de peinture, de gouache, d'acrylique et de brosse et de pinceau. Je suis allé chez lui. Il a mis un escabeau dans sa baignoire, j'ai vu les fissures, parce qu'il fallait suivre les fissures, il avait des fissures. Et j'ai peint ça, je pense que je te l'ai montré l'autre fois. Donc, j'ai peint ce plafond. En 1h30, 2 heures, c'était fait, et j'avais fait une chose un peu qui ressemblait à Versailles. Un truc incroyable, réellement beau, je trouve, à tel point qu'il prend son bain maintenant en regardant son plafond. Mais c'était un mercredi, ça, je le dis, parce que ça demande, c'est un garçon que j'aime bien, qui est un comédien qui a du talent, et qui m'avait aidé dans le passé. J'avais quelques ennuis pécuniaires, financiers, il m'a aidé. Et
je ne pouvais que répondre à sa demande. Or, j'ai fait violence à ma léthargie artistique. Je ne voulais plus travailler, je ne savais plus travailler. Je ne savais plus. J'ai pris mes pinceaux, j'y suis allé volontairement, j'ai peint ce plafond. Quand j'ai vu ce plafond et la beauté de cette chose, du moins c'est comme ça que je la considère, je me suis dit, mais bon sang, si je suis capable de faire ça, je suis capable de faire autre chose. Et la porte s'est ouverte. Et le vendredi, 1 jour et demi après, j'ai recommencé à travailler. Alors que des années, je n'ai rien fait. J'ai recommencé dans la direction qui est là, en tâtonnant un peu au début, mais il fallait que je décrasse ma main. Elle était rouillée. Et c'est venu, et c'est venu, et c'est venu. J'ai acheté du matériel plus que de raison, des peintures d'or, etc., des choses. J'ai recommencé à travailler, alors que je travaille uniquement à l'encre de Chine actuellement. C'est fantastique. Fantastique. Ouvrir des portes, des fenêtres et découvrir. J'ai tout ouvert. Ma maison est ouverte. Ma maison est ouverte. C'est plus qu'un atelier que je vais ouvrir, c'est mon cœur aussi. Ben écoute, je suis du voyage. Bien, merci. Je te demande, je t'appellerai. Je te dirai, viens. Voilà. Je crois qu'on va s'en tenir là. Oui.